Et si on en parlait aujourd'hui, j'ai annoncé tantôt le sujet du jour, c'est bien sûr le coût de la scolarité dans le privé, qualité ou business. C'est la question de ce jour. Nous allons essayer de mener le débat et pour ce, nous avons des invités choisis pour faire justement, pour mener ce débat. Il s'agit de M. Alphonse Moïse Soudé. Il est surveillant général d'établissement privé. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour M. Soudé. Bonjour à vous madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Et la rentrée, elle a bien démarré chez vous? Oui, je crois qu'on a bien démarré. Nous entamons la deuxième semaine de cours. C'est vrai qu'il y a des apprenants qui n'ont pas encore repris. Ils vont reprendre ce matin. Nous avons fait le point le vendredi. Il y a une bonne trentaine qui reprend ce matin. D'autres pour des raisons de santé, d'autres ils attendent puisque il y a les doublants qui font toujours la grosse tête. Ils se disent qu'ils vont attendre la première semaine. Donc ce matin, après la sortie de vos studios, nous allons procéder au contrôle pour voir si tout le monde a répondu présent à l'appel. Donc à vous entendre parler, vous êtes bien prêts et la rentrée a effectivement démarré chez vous? Oui, les cours ont commencé dès la première du lundi parce que nous avons fait une pré-rentrée où tous les apprenants ont eu leurs emplois du temps, de même que les professeurs. Donc le lundi dernier à 7 h, on a déjà commencé puisque en tant que surveillant général, nous avons l'obligation d'être là à 6 h 30. Donc c'est nous qui ouvrons le portail. Ça nous permet de procéder au contrôle, surtout que nous sommes en période de Covid-19. Il faut contrôler les cache-nez, il faut obliger les apprenants à se laver les mains parce qu'il y a d'autres qui refusent carrément de se laver les mains. Mais si vous ne voulez pas vous laver les mains, c'est que vous avez avec vous votre gel hydroalcoolique. Donc on est là pour veiller sur ça. Donc, disons que toutes les dispositions ont été prises de votre côté pour que la rentrée se passe effectivement et démarre avec surtout les dispositions prévues par la Covid-19. Oui, je crois que... Alors, nous aurons sur ce plateau avec vous M. Robin Akrobessi. Il est président de l'Association des consommateurs du Bénin. Il n'est pas encore sur son siège, mais il est déjà dans ce studio. Il se prépare et il va nous rejoindre dans quelques instants. Et au bout du téléphone, nous allons recevoir le professeur agrégé en économie. Il s'agit bien de M. Albert Honlocou. Dans quelques instants, vous allez écouter également sa voix, son avis sur la question du jour. Alors, je reviens à vous, M. Soudé, en tant que surveillant général d'un établissement. Dites-nous un peu sur quelle base, vous, au niveau du secteur privé, je vais dire de l'éducation privée, vous arrivez à fixer les frais de scolarité. C'est vrai, vous êtes surveillant général, vous n'êtes pas promoteur, mais certainement que vous avez votre avis, vous en savez quelque chose. Oui, et je sais que dans mon établissement, il y a longtemps que nous avons ces prix-là, parce qu'on n'a pas voulu augmenter. Et je crois que l'année dernière, les autorités ont tenté de baisser un peu le coût. Maintenant, ça n'a pas eu lieu parce qu'on craignait que les gens nous accusent de concurrence déloyale, parce que les frais de scolarité sont fixés en fonction de la qualité, en fonction des besoins. Parce que quand vous inscrivez votre enfant dans le privé... Oui, venez monsieur Robin, oui. Je le disais tantôt, il est avec nous dans le studio et voilà qui nous rejoint. Bonjour monsieur Robin Akrobessi. Bonjour à vous. C'est pas facile de vous sortir de votre lit. C'était un peu difficile parce que la semaine a été très chargée. Merci quand même d'être là. Merci beaucoup. Alors, je disais tantôt que nous allons mener le débat autour du sujet coût de la scolarité privée. Est-ce une qualité ou un business? On va voir. Donc, je demandais à M. Soudé, qui est surveillant général d'une école, sur quelle base est-ce que les prix sont fixés? Bon, je dis d'abord bonjour à Robin Akrobessi. Oui, bien sûr. Bonjour, M. Soudé. Okay. Non, je dis c'est vrai que c'est le promoteur qui fixe les prix, mais c'est en fonction des besoins. Parce que plus le coût est élevé, vous risquez de ne pas avoir d'apprenants, surtout que l'État a limité les grèves dans le public. Vous allez constater qu'au niveau des privés, il y a une certaine hémorragie. Les parents ont préféré, étant donné que l'État leur a donné l'assurance qu'il y a plus d'années scolaires perlées de grève, les parents ont préféré déplacer leurs enfants vers le public. Et dans le privé, nous avons des obligations. Vous avez l'obligation d'avoir des laboratoires, ce qui n'est pas évident dans le public. Vous avez l'obligation d'avoir une bibliothèque. Pardon, les laboratoires ne sont pas installés dans les écoles publiques, vous avez dit? Non, je dis ce n'est pas partout. D'accord. Mais dans les privés, vous avez cette obligation-là. Dans les publics aussi. Quand le parent a payé, ce qu'il attend de vous, il est exigeant. Bien sûr. Exigeant. Donc vous avez le droit de satisfaire à ces obligations. Et ça crée des charges. Vous voyez, dans le privé, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain nombre d'effectifs. Moi, j'ai fréquenté
dans le public, j'ai fait notamment le CEG de Dantokwa, et nous savons les effectifs pléthoriques, mais dans le privé... On ne va pas citer des noms Oui, sur ce non, plateau, dans le privé... Parce qu'il y a des privés aussi qui ont des effectifs pléthoriques. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais dans les écoles, par exemple, confectionnelles, ce que je maîtrise le plus, il y a un certain nombre d'effectifs que vous ne devez pas dépasser si tant est que vous voulez un bon résultat. Et surtout avec la COVID-19 où les privés ont été obligés, certains privés ont été obligés de dédoubler des classes parce que là où vous avez 45, on vous oblige désormais à avoir 22, 23, donc vous êtes obligé de créer une seconde classe et si possible de faire un nouvel emploi. Donc ça appelle, il faut déployer de l'énergie, il faut recruter des gens. Avant qu'on ne rentre dans ce développement je vais dire des aspects qui vous amènent à fixer les taux de scolarité, frais de scolarité à un certain niveau. Je veux savoir, il y a quelque chose qui dérange beaucoup de Béninois et également je suis parent d'élèves aussi. Cette histoire de réinscription dans le système privé, c'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut réinscrire l'élève qui était avec vous l'année passée? Et ce n'est pas une question de réinscription gratuite. Bien sûr que c'est payant. La réinscription nous donne la certitude que l'élève reviendra. Parce que pendant les vacances, quand le parent vient pour dire je veux prendre certificat de scolarité, je veux faire pièce d'identité, le privé n'a pas la certitude qu'à la rentrée, l'élève reviendra. Mais si c'est de la certitude, vous avez besoin, je pense que juste un papier et un engagement du parent d'élève, ça non, suffit. vous savez, en matière d'engagement, les parents ne les respectent pas. Et si je vous dis par exemple, il y a des parents qui n'ont pas pu solder la scolarité de l'année dernière, mais qui ont ramené les enfants cette année, ils posent des problèmes. Donc la réinscription permet à l'établissement de garantir la place. Parce qu'on ne veut pas faire des effectifs pléthoriques. Il y a des parents, même quand ils viennent, et que dans la classe, vous avez déjà 45, ils disent, mais il ne veut pas que son enfant reste dans une classe de 45. Je peux réinscrire mon enfant et pour des raisons données, je peux ne pas l'amener après. Tout il n'y a pas de problème. C'est comme des parents qui payent la scolarité et on les affecte. Et on restitue après. On vous restitue votre argent. D'accord. Alors, M. Robin Akroubessi, vous avez écouté un peu le souverain général d'un établissement privé, je précise. Il nous a expliqué un peu le fonctionnement à leur niveau, surtout sur quelle base ils fixent les prix et comment ça se passe. Vous êtes président de l'Association des consommateurs du Bénin. Aujourd'hui, aller à l'école n'est pas une chose facile pour tout le monde et surtout pas pour qui veut. Merci. Une fois encore, bonjour à nos téléspectateurs et toutes mes excuses. Ouais. Vous savez, nous avons droit à l'éducation. Ce n'est pas seulement l'éducation en termes de connaissances au niveau de la consommation, mais puisque nous parlons d'éducation, c'est de la consommation aussi. Donc, c'est un droit et en tant que tel, l'État en principe a l'obligation de définir tous les mécanismes, d'élaborer tous les mécanismes qui garantissent à chacun, selon ses moyens, de pouvoir jouir de l'accès à l'éducation. Et de ce point de vue, je pense que les gens devraient cesser de voir l'État comme seulement l'exécutif. Chaque fondé, chaque promoteur d'école, chaque éducateur devrait se dire ce que nous mettons en place, c'est un pur sacerdoce. Ça ne devrait pas être un marché où c'est la plus-value que nous recherchons. Dès que ça devient comme ça, c'est que nous aurons choisi d'élarguer beaucoup de talents, beaucoup de potentialités. Les enfants qui sont issus de familles pauvres ou extrêmes pauvres, nous risquons de les empêcher d'avoir accès à l'éducation. Et malheureusement, les écoles privées, qui quand même n'étaient pas chères au début. D'accord. Ça, c'est le constat. Qui n'étaient pas chères au début. Ouais. Ça a été comme une politique menée pour appâter les citoyens consommateurs que nous sommes. Et après, du jour au lendemain, c'est devenu gros business. Quand j'ai entendu parler de la réinscription, je me suis dit, bon, c'est heureux. Si c'est pour garantir la place, je crois que nous avons trouvé la solution. Nous garantissons la place, le parent paye ou le consommateur paye, et puis quand il revient, on fait la compensation avec ce qu'il a l'habitude de payer. Donc, je suis déjà content que M. Soulé ait dit pour son école, que je connais bien,
nous allons veiller à ce que ce soit comme ça. Et nous allons demander aux autres écoles aussi de procéder comme ça parce que, vous savez, le marché, ça fonctionne sur un principe de concurrence. Mais est-ce que M. Soudé a dit que quand on paie les frais d'inscription, qu'on peut les soustraire plus tard? Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est pour garantir la place. Oui, c'est ce que je dis. Et je dis, si c'est pour garantir la place, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, on prévoit que c'est payé pour garantir la place et donc ça ne devrait pas être des frais supplémentaires que le client paye. À partir de ce moment, les frais de réinscription seraient juste une partie. C'est un peu comme on paye une avance. Oui, c'est ce que je demande. Est-ce que c'est vraiment une avance, les frais d'inscription? Non, je vous explique. En fait, au niveau de la scolarité, M. Akoubessi et ses enfants ont fait l'école dont nous parlons. Vous avez sur la fiche, il y a ce détail-là. Il y a ce détail plus la scolarité. Bien sûr. Mais ça n'a pas été additionné. L'inscription et la réinscription est à part. Et les frais de scolarité aussi sont à part. Donc, c'est deux entités diamétralement opposées. Et je suis en train de les prendre au mot. Oui. C'est pour dire, c'est créé exprès, juste pour pouvoir renflouer les caisses de l'école. Et on devrait sortir de ce principe parce que rien ne justifie la réinscription. Je dis encore une fois, si les écoles veulent se montrer clémentes, accueillantes, disposées à éduquer, à donner la même chance à tout le monde, c'est de dire aux gens, si vous voulez garantir la place, vous payez une avance et lorsque vous êtes là, vous faites le complément. D'accord. J'ai beaucoup de questions pour vous, mais pour l'instant, je reviens à M. Soudé. Vous avez écouté M. Akoubessi, il a dit tout à l'heure qu'au départ, les frais de scolarité dans les écoles privées n'étaient pas du tout élevés. C'est-à-dire l'école n'était pas aussi chère qu'on le constate aujourd'hui dans le secteur privé. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'à un moment donné, la qualité de la formation a changé? Est-ce qu'à un moment donné, le matériel que vous utilisez, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on observe cette hausse des prix, des cours, surtout des frais de scolarité au niveau des établissements privés? Oui, et vous savez, il y a privé dans privé. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir fait plusieurs privés. Vous allez voir, quand vous allez dans certains privés, les frais de scolarité, les parents se demandent, par exemple, quand on dit il faut payer 50 000 francs dans une classe de second cycle, moi, en tant que parent, je me dis, mais est-ce que ça fait du sérieux là-bas? Donc, les privés qui ont déjà un nom, donc, quand on dit 50 000 francs, c'est que, bon, selon vous, ça ne fait pas le poids, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que le prix est égal, est-ce que le rapport prix et rapport qualité de la formation est vraiment à prendre en compte dans ce oui, secteur? Moi, quand j'ai commencé par enseigner, il y avait des écoles qui payaient 1800 l'heure, mais il y a d'autres qui payaient 800 francs l'heure, qui sont des privés. Il y a des écoles où les frais de scolarité ne sont pratiquement pas, ne sont pas aussi élevés, mais quand même, on retrouve les élèves parmi les premiers du Bénin. Oui, vous savez, aujourd'hui, je ne dirais pas d'office que si un élève devient premier, c'est à cause de l'école, mais c'est à cause d'abord de ses parents. Il y a des parents qui ont pris des répétiteurs à leurs enfants dans toutes les disciplines, bien que l'enfant soit dans une école d'une certaine renommée. Donc le parent, la compétence de l'enfant, les aptitudes de l'enfant ne dépendent pas d'une école. Et ça ne dépend pas des frais de scolarité aussi. Ça ne dépend pas des frais de scolarité, mais l'école a l'obligation. Parce que quand on cite 2 ou 3 écoles, un parent dit « je préfère ici parce que ». Donc c'est en fonction, chaque parent choisit ses raisons. Vous allez voir qu'il y a des parents, cette année, l'enfant a fait l'école privée X, il estime que X ne satisfait plus à ses exigences, et l'année prochaine, il passe l'enfant à Y, et 2 ans après, il passe l'enfant dans l'école Z. Donc, en fonction des résultats qu'il cherche, il déplace son enfant, et il y a des parents qui sont prêts à y mettre le prix. Mais c'est vrai que dans les privés, il y a un peu d'exagération. Et là, je reviens, M. Akoubessi, pour dire c'est le rôle régalien de l'État d'assurer l'éducation des enfants. Et c'est parce que dans le public en temps, ça n'allait pas, et que beaucoup de parents se sont retournés vers les privés, et certains privés ont estimé que c'est une occasion rêvée pour se faire de l'argent. Encore qu'on n'a pas la preuve de ce que dans le public, ça n'allait pas. M. Akoubessi, vous êtes défenseur, je vais dire, des droits des consommateurs. Nous sommes des consommateurs en tant que parents d'élèves et nous consommons les produits proposés par les écoles privées. Vous avez également observé, puisque tout à l'heure vous avez dit que vous avez constaté le fait que les frais de scolarité ont connu à un moment donné, je vais dire, une hausse. Mais vous,
vous n'avez rien fait, vous êtes resté là, vous avez aussi accepté le fait de votre côté. Quelle a été votre réaction? Dire que nous n'avons rien fait, bon, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais non, bien entendu que nous faisons beaucoup de choses. Vous savez, le rôle d'une organisation de consommateurs, d'abord, c'est d'éclairer la lanterne des consommateurs. Nous n'avons pas le pouvoir régalien. Nous ne pouvons pas être des gendarmes qui empêchent les gens de faire. Et malheureusement, c'est le concept que la plupart des Béninois ont des organisations de consommateurs. On sur nous. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'éclairer la lanterne. Et lorsqu'il faut faire un plaidoyer auprès de l'État pour que l'État puisse corriger, améliorer les choses, nous le faisons. Et dans ce sens, il arrive que parfois que nous haussons le ton, le ton, mais là, c'est les dernières cartouches. D'accord. Et dans ce cadre, nous avons beaucoup communiqué, beaucoup éduqué, nous avons sensibilisé les écoles par rapport à ce principe. Mais je vais vous dire, lorsque je parlais des coûts qui ont haussé, c'est paradoxalement au niveau de certaines écoles confessionnelles. Vous voyez? C'est des gens à qui nous ne sommes pas censés faire la morale. Mais malheureusement, c'est à leur niveau que ça s'est beaucoup plus produit. Et tout le monde le voit, tout le monde le décrit. Aujourd'hui, est-ce que nous devrions dire... des hommes à qui vous n'êtes pas censé faire la morale, ils sont les des écoles humains confessionnelles, aussi, le cadrer à des moments donnés si ça ne va pas. Oui, je dis nous ne sommes pas censés faire la morale parce que c'est un peu comme si je viens dire à M. Soudé comment est-ce qu'il doit éduquer ses enfants au niveau de l'école. Ça pose un problème, moralement, du point de vue éthique, du moins. Mais malheureusement, ce n'est pas pour dire que les gens sont parfaits, mais c'est pour leur dire qu'ils devraient essayer de faire mieux. Surtout quand il faut corriger pour le bien de la nation, il ne faut pas hésiter. Oui. Au niveau de l'État, nous avons saisi les ministères plusieurs fois. Oui. Mais si le ministre même ne fait rien, lorsqu'on sait que parfois, certains décideurs peuvent avoir des opportunités dans ce cadre-là pour se faire un peu plus davantage, dans tous les sens, à toutes fins utiles, vous voyez que c'est délicat. Vous avez adressé des courriers, vous avez essayé de rencontrer les autorités. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que là, vous avez parlé de façon globale, vous n'avez pas détaillé. Quelles sont les démarches que vous avez menées? Vous savez, nous, notre démarche est d'écrire. Lorsque nous écrivons et que le ministère vous répond pour dire « nous avons bien reçu, votre préoccupation nous intéresse, on vous invite à la limite pour une séance », la séance est faite et puis après, plus rien. D'accord. Malheureusement, nous avons un problème que je vais encore appeler. Nous avons un problème de ressources humaines. Donc, tellement il y a de problèmes qui assaillent que finalement, nous sommes plus présents sur les médias alors que nous devrions être beaucoup plus dans la conception de stratégies, d'élaboration, de démarches pour pouvoir régler des problèmes. Et ça, nous n'avons pas aussi les moyens financiers qui accompagnent et personne ne veut nous soutenir. C'est le paradoxe parce que le consommateur lui-même, qui est victime de la situation, ne comprend pas que peut-être, en cotisant 100 francs peut-être, en une année, une seule année, 100 francs, si nous sommes 10 000, ça fait 10 millions, et que ça fait de quoi faire un bon plaidoyer. Nous allons revenir sur les approches de solutions pour essayer de régler ou de régulariser un peu ce secteur de l'éducation. Également, M. Soudé nous dira tout à l'heure quel est le rapport que le secteur privé a avec le secteur public en matière d'éducation. Mais avant, nous allons regarder cette Vox Pop qui nous édifie plus sur l'impression de quelques citoyens rencontrés dans Cotonou. Mes enfants vont, eux tous vont dans une école privée. C'est par rapport à leur rigueur et aux compétences, voilà la qualité aussi. Dans les privés, il y a plus de sérieux, même si c'est cher. Mes enfants vont dans une école privée. D'abord, il faut dire que c'est l'école la plus proche d'abord de la maison. Quand j'avais fait l'école publique, c'était à 15 000. Mais de l'autre côté, j'avais fait la première, c'était à 98 000, 80 et quelques. Moi, je ne me rappelle pas trop parce que c'était les parents qui payaient.
Exceptionnellement, la qualité y était et par rapport, comparativement au public. Mais je dirais, j'ai opté cette fois-ci pour le secondaire du public. Secondaire du public pour maintenant me retrouver financièrement un peu. Du privé, on a vu que le coût est un peu exorbitant. Mais en réalité, moi, cela ne me paraît pas bizarre. Bon, à voir l'équilibre, ce qu'il y a comme stabilité. Bon, quand nous prenons les écoles privées, il y a l'effectif qui compte. Parce que quand j'étais dans une école publique, l'effectif, c'était un peu dégoûtant. On n'avait pas de professeurs et c'était des classes volantes. Dans le privé, vous savez, on ne peut pas quand même comparer, puisque là, c'est carrément le secteur privé. Les gars, ils ont plus de charges et par rapport, c'est pas au public où l'État subventionne. Bon, j'avoisinais un truc de 170, 150 par là, tout frais confondu, quoi. Mais durant toute l'année scolaire, quoi. Je suis à plus de 250 parce que j'ai 3 enfants et c'est selon la classe que le prix augmente. Voilà. Donc, mais c'est plus cher aussi, surtout dans les classes comme maternelle, voilà, et les classes d'examen. Il y a de faux frais d'abord. Il faut payer, chaque année, il faut payer les frais d'inscription en fait. Les frais d'inscription, 2000 par-ci, 5000 par-là, chaque année. Après ça, maintenant, la scolarité, le TDI, et quand vous chiffrez, c'est pas négligeable en fait. Je crois que le gouvernement doit pouvoir prendre des mesures dans ce sens. Également, on doit pouvoir fixer un taux plafond de frais de scolarité dans les écoles privées ou pour les écoles privées. Donc, vous allez dans cette école, c'est 40 000, vous allez dans cette école, c'est 50 000, ici c'est 200 000, ici c'est 300 000, non. Même si le gouvernement va subventionner, le public d'abord a du mal déjà à être lui-même, malgré que l'État fait déjà voilà, un peu d'efforts voilà, par rapport à ça. On souhaiterait que les privés aussi voient aussi le coût, voilà, la charité de la vie et essaient voilà, d'améliorer aussi voilà, leur contribution. Le gouvernement a pris les dispositions pour sécuriser l'école publique. Du coup, l'école publique et privée, aujourd'hui, je crois que les deux peuvent donner les mêmes résultats. Les deux peuvent donner les mêmes résultats. Donc, il faudra un accompagnement à la maison pour renforcer la capacité de nos enfants. Je parie que si, à cette mesure, on encadre bien les enseignants, on trouve bien de bons enseignants, l'école publique va rayonner. L'école publique va reprendre sa place de leader. Parce que les enfants qui sortent des écoles publiques sont toujours bons. Et voilà, vous avez écouté avec nous sur ce plateau quelques interventions des citoyens béninois rencontrés. Il y en a qui ont reconnu la cherté de l'inscription dans les écoles privées, mais surtout, ils ont reconnu également que ça garantit une certaine stabilité, ça limite l'effectif également. Les enseignants sont disponibles et aussi, ils ont parlé de beaucoup, ça évite beaucoup les histoires de grève et autres dans le secteur public où parfois on est confronté à ces genres de problèmes. Vous les avez écoutés également, M. Akrobessi, une réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Je perçois que chacun, d'abord des intervenants, a évoqué ce que ça lui coûte. Et que les gens ont trouvé comme recours le système privé parce que ça les met à l'abri des grèves et autres situations et ça les rassure plus par rapport à la qualité de l'encadrement. Mais vous voyez, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Parce que si on devrait être très objectif, si on reconnaît que dans les écoles privées, il y a de la qualité, il y a de la compétence, mais il faut se rappeler que l'État, l'exécutif, est le premier à recruter les compétences. Donc, l'État, l'exécutif se fait la part belle d'abord en matière de compétences et c'est après que les écoles privées prennent
ce qu'il y a de disponible sur le marché. Et le système avant aussi, c'était que on va négocier une part du personnel de l'État, du secteur public, pour venir combler les attentes du secteur privé. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est une bonne question. Parce qu'avec les réformes, vous avez vu, on a demandé aux enseignants aujourd'hui qui veulent être recrutés qui doivent être recrutés dans le public, d'accepter de faire 30 heures. C'est bien une stratégie, hein, c'est bien visible. Et d'ici là, les gens vont se rendre compte que vous êtes quelque part et vous serez là. D'accord. Alors, vous avez écouté M. Akroubessi, la réaction des intervenants. Certes, on reconnaît que les frais sont parfois élevés, mais on reconnaît aussi la qualité au niveau du secteur privé. Oui, j'ai suivi un peu les interventions. Chacun parle en fonction de ce qu'il a gagné. Et tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer son enfant dans le privé. Et je dis que depuis un certain temps, avec la limite qu'on a fixée au niveau des grèves, il y a de bonnes choses qui se font dans le public. Parce que ce n'était pas ça avant. Bien sûr. C'était pas ça. Aujourd'hui, j'ai dit, dès que cette décision a été prise, la rentrée qui a suivi, il y a eu une certaine hémorragie dans les privés. Et cette année encore, c'était pendant l'année dernière, ça s'est bien passé dans le public. Pourquoi vais-je continuer à payer suffisamment cher pour former mon enfant? Donc, ils sont en train d'envoyer les enfants dans le public. Et l'autre élément, Robin a abordé. Ça ne vous arrange pas? Bon, forcément. Et quand l'effectif diminue, c'est qu'au niveau de votre budget, vous avez des problèmes. Mais est-ce que ce n'est pas le même programme que vous exécutez dans le privé aussi? Oui, dans le privé, nous sommes dans le système de trimestre qui demande plus de rigueur. Dans le public, c'est le semestre. D'accord. Maintenant, l'aspect qu'a soulevé Robin, c'est que l'État désormais dit qu'il faut avoir 30 heures là-bas. Et vous savez très bien que certains enseignants du public viennent arrondir les fins du mois dans le privé. Et en mettant là-bas, à ce niveau-là, c'est qu'au niveau du privé, nous allons manquer bientôt d'enseignants. Oui, mais en arrondissant le mois chez vous, c'est que les enfants du public aussi en paient des frais. Nous allons essayer de faire la liaison avec notre professeur agrégé en économie. Au bout du téléphone, il s'agit bien sûr de M. Albert Ranoncourt. Nous essayons de le joindre pour voir quelle est sa contribution justement pour ce débat. Voilà. Bonjour, professeur Albert Ranoncourt. Bonjour, Marcel. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr le coût de la scolarité dans le privé, qualité ou business. Et vous, en tant qu'économiste déjà, dites-nous pourquoi il y a toujours la question de... non, pas la question de réinscription, puisque vous n'êtes pas dans l'enseignement, mais c'est quand est-ce que l'école privée apporte quelque chose à l'État pour qu'on puisse dire que c'est à cause de ce dû à l'État qu'ils essaient d'augmenter les frais? Allô? Oui, vous me recevez, professeur? Oui, vite. Je disais tantôt... Oui, je vous écoute. D'accord, je disais tantôt, dans quelles circonstances l'école privée contribue justement à l'économie béninoise pour qu'il, à chaque fois, augmente les frais d'inscription? Pour la contribution à l'économie béninoise, c'est évident, parce que former des enfants, des élèves, des étudiants, c'est une production. Et ce sont des gens qui travaillent dans ces écoles. Ce sont des investissements que les gens font au niveau des constructions et autres. Donc, ce sont aussi des activités qui contribuent au développement de l'économie béninoise. Maintenant, j'ai écouté les intervenants et puis ils sont en train de dire les écoles privées coûtent généralement plus cher et qu'à cause de cela, lorsque les conditions s'améliorent au niveau du public, oui, les gens fuient pour aller vers le public, ce qui est évident. Moi, je dis généralement que ce que nous achetons dans les privés, c'est un peu de ces choses-là, c'est-à-dire il n'y a pas de grève intempestive où les gens, point oui ou point non, ils abandonnent l'école. Il y a aussi les effectifs qui sont généralement petits, qui ne sont pas pléthoriques, de telle sorte que
les enfants sont mieux encadrés. Parce que si vous voulez faire des interrogations aux enfants et ils sont 100 ou 200, peut-être que dans une semaine, vous n'allez pas en faire beaucoup parce que ça fera du travail. Alors que si c'est 20 élèves ou 20 étudiants, là, vous pouvez mieux les encadrer. Donc, à partir de ce moment, les gens se disent, si on envoie nos enfants dans les écoles privées, les enfants seront mieux encadrés. Et cela se sent aussi au niveau des taux de réussite aux différents examens où on constate généralement que les écoles privées font mieux. Mais ce que j'essaie souvent d'expliquer aux gens, je dis, ce n'est pas nécessairement parce que les écoles privées sont mieux gouvernées et ça se passe mieux là-bas. C'est parce que le taux d'encadrement est faible. Vous voyez, au niveau de l'État, par exemple, il n'y a pas beaucoup de ressources matérielles, beaucoup de ressources humaines. Vous allez avoir 100 élèves ou 100 écoliers par instituteur, alors que dans l'école privée, c'est peut-être 20 personnes par instituteur. À partir de ce moment, pour pouvoir amortir les coûts au niveau du privé, les gens sont obligés d'avoir un tarif élevé. Et là aussi, le taux d'encadrement est plus faible. Alors que de l'autre côté, le taux d'encadrement est faible et puis c'est un truc public. Les gens peuvent par exemple sécher les cours dans l'enseignement public et aller donner les cours dans l'enseignement privé parce que ça fait un salaire complémentaire, etc. Donc, mais quelle est votre analyse sur le pouvoir d'achat des Béninois face à ce coût élevé de la scolarité, surtout au niveau des écoles privées? Nous parlons d'écoles privées parce que c'est là que se pose véritablement le problème. Oui, bon, ça c'est une bonne question parce que bon, ça crée naturellement une certaine inégalité. Les écoles privées ne sont pas empruntées par tout le monde, c'est pas une certaine classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens pour envoyer leurs enfants dans les privés. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés de supporter les effectifs élevés dans le public où les enfants sont moins encadrés. Donc, ce n'est pas tout le monde qui envoie les enfants dans le privé parce que tout le monde n'a pas les moyens de supporter les coûts. Si tout le monde avait les moyens d'ailleurs, moi je pense que les différends vont s'estomper parce qu'on aurait tellement des effectifs très élevés dans les privés que le taux d'encadrement serait encore faible et les écoles-là vont rattraper les écoles publiques en ce qui concerne la qualité. Donc, c'est parce qu'effectivement, le coût est élevé qu'il y a une certaine sélection et c'est ceux qui ont les moyens qui envoient leurs enfants dans les privés. D'accord, professeur. Et quelle devait être normalement la réaction de l'État, de l'exécutif face à cette, je vais dire, à cette hausse des prix des frais de scolarité au niveau du secteur privé? L'État est un peu dans un dilemme parce que l'État peut se dire, au fait, ceux qu'on forme dans les privés, ce sont aussi des Béninois et que l'État va les utiliser. Puis si ça se passe mieux dans les privés, que c'est bon. Mais le peu de moyens que l'État a, l'État va préférer l'investir dans le public parce que là-bas, d'abord, les investissements sont faibles. Et de l'autre côté, si on subventionne encore le privé, c'est comme si on subventionnait les gens qui sont riches. Parce que ceux qui envoient les enfants dans les privés, c'est les gens qui, évidemment, ont les moyens. Alors que dans le public, il y a des problèmes là-bas que l'État n'arrive pas à résoudre. À moins qu'on se retrouve dans des localités où ce n'est que le privé qu'on a. Et là, l'État peut dire, comme moi, mais je n'ai pas installé un établissement ou une école là-bas. Là, je vais essayer de financer les privés pour qu'ils prennent les gens en charge. Sinon, amener l'État à subventionner le privé, c'est comme si on donnait de l'argent aux riches et ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas aussi parce que l'État gagne quelque chose que rien ne se fait depuis ce moment. Non, l'État gagne quelque chose puisque ce sont des enfants béninois qui sont formés dans les privés. Donc, ce n'est pas mal pour l'État, mais l'État va se dire, on va avoir une sélection, ceux qui ont les moyens, c'est eux qui envoient les enfants dans le privé. Le peu de moyens que moi j'ai, je préfère l'investir dans le public. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Albert Ronlonkou. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci pour votre intervention dans ce débat. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée à vous. Bonne journée.
Alors, vous avez écouté un peu le professeur. J'essaie de revenir sur cette question, ce que gagne l'État avec cette histoire des frais scolaires élevés au niveau des écoles privées. C'est vrai, l'État gagne en matière de connaissance de ces enfants-là qui sont placés dans ces écoles, mais pas autre chose. Oui, bien sûr. L'État gagne en termes de taxes, d'impôts, parce que plus ça fait du chiffre d'affaires là-bas, et surtout que maintenant les gens sont obligés de déclarer. Ce n'est plus comme avant. Donc l'État y gagne davantage. Mais vous savez, le professeur parlait de ce que dans certaines contrées, quand l'école publique n'est pas disponible, le privé supplée. C'est là où tout le monde a besoin vraiment d'être protégé. Parce que il y a bien des endroits comme ça où le public n'arrive pas à accueillir tout le monde. Et surtout au niveau des collèges, où lorsque vous devez faire le passage du CM2 en 6e, vous n'êtes pas sélectionné forcément dans le public, mais là, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Et ils sont tenus dans ces conditions d'aller au privé. Oui. Et les parents qui n'ont pas les moyens, mais ils ne savent plus à quel sein se vouer. D'où la nécessité pour l'État vraiment d'intervenir, peut-être pas partout, mais regarder au cas par cas pour faciliter un peu la vie aux consommateurs. Ce n'est pas aux promoteurs qu'il faille rendre la tâche chez eux. Ouais, non, c'est plutôt aux consommateurs qui vont s'inscrire là-bas. Il faut dire qu'on reconnaît l'importance des écoles privées aujourd'hui dans le secteur éducatif, mais le problème qui se pose, c'est comment réguler un peu ce système-là d'éducation afin que tout le monde puisse avoir assez de temps aux écoles publiques, aux écoles privées. Vous savez, il revient à l'État parce qu'il a donné un bel exemple. Quand les enfants sont admis au CEP, il y a des gens qui sont même dans des coins reculés, ils ne sont pas classés. Mais le parent veut que son enfant aille à l'école. Il ne peut plus trouver de place dans le public. Parfois, même on envoie les enfants dans le public. Et quand le parent y va, il trouve que dans la classe de son enfant, ils sont 70. Il dit, c'est pas possible. Donc, lui veut que son enfant aille étudier. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers le privé. Donc, il revient à l'État d'ériger des écoles un peu partout. Et c'est pareil pour l'université. Après le bac, où est-ce qu'il se passe? Même avec mention assez bien aujourd'hui, votre enfant ne peut pas faire une formation dans les écoles appartenant à l'État. On le dit avec mention assez bien qu'il n'y a pas de place. Il faut aller en fac. Et nous savons ce qui se passe en fac. Les parents sont obligés d'aller chercher les moyens pour inscrire les enfants dans le privé parce que la formation que son enfant veut suivre, forcément, ne se trouve pas chez le public. Et même s'il trouve, c'est qu'il n'y a pas de place. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a cette différence que vous soulevez au niveau du secteur public, que le secteur privé en profite autant? S'il n'y a pas aussi un problème au niveau du secteur privé à régler? Oui, non. Si tout le monde avait trouvé place dans le public, dans les années 90, les écoles publiques ont évolué après la conférence nationale, quand on a restitué, par exemple, aux écoles confessionnelles, le bâtiment, on a donné la possibilité, c'est à ce niveau-là que les gens sont allés dans le public. Parce que vous savez qu'il y avait une série de grèves des années où on n'est pas allé, on a fait des années blanches. Les parents disent, si le privé me propose quelque chose qui garantisse l'avenir de mon enfant, autant investir là-bas. Il y a des gens qui habitent à côté des publics, mais qui préfèrent envoyer leurs enfants. Donc, il revient à l'État de créer beaucoup d'écoles, d'offrir des conditions optimales. Parce que le gros problème, c'est le problème des effectifs. Quand vous rentrez dans une classe, il y a des professeurs, pour avoir fait l'expérience du public, il y a des professeurs qui ne viennent jamais derrière parce que c'est touffu. Le parent vient, il voit 70. Parfois, même quand l'apprenant est absent, personne ne s'intéresse à lui, mais dans le privé, le parent sait qu'il y a une certaine suivi. Le parent peut appeler. Je vous l'ai dit tout le temps, si un parent, son enfant est malade, il peut vous appeler, il peut débarquer en griffe à tout moment dans le privé pour suivre son enfant. Mais ce n'est pas évident dans le privé parce qu'ils sont surchargés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Et aujourd'hui aussi, les parents aussi n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc, ils se disent que quand je mets mon enfant dans le privé, j'ai la chance que mon enfant soit bien suivi. Monsieur Akobessi, même si on donne toute la journée à M. Soudé, il va défendre sa cause. Mais vous, en tant que président des consommateurs, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait déjà des efforts. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore possibilité de redéployer plus d'efforts pour atteindre quand même les objectifs? Parce que tant qu'on ne fait pas une restructuration de ce secteur-là, le problème va toujours se poser.
c'est vrai que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous n'allons pas baisser les bras et que nous avons la chance aujourd'hui qu'il y a le Conseil national de l'éducation que nous allons approcher encore. C'est eux qui doivent définir la politique de l'éducation et nous allons leur soumettre encore la préoccupation parce que nous pensons même que on peut développer un partenariat public-privé entre les écoles. Le privé a ceci d'assez intéressant qu'il y a la capacité d'innover. Vous savez, en matière d'innovation, il y a aussi ce côté que le privé utilise beaucoup. Vous savez, les enfants, ils aiment souvent faire le suivisme. Et quand l'autre enfant vient dire, bon, vous savez, chez moi, il y a les cours de karaté, chez moi, il y a tel cours. Et le privé est très habile dans ce sens-là. Ils ont tellement de programmes au point où bon, on se demande même si l'enfant peut vraiment participer à tous ces programmes-là avant la fin de l'année. Et tout ça doit être encadré. Bien sûr. C'est ça le problème. Ouais. Parce que, je dis, le privé a la capacité d'innover. Mais le public, à mon humble avis, bon, la routine, mais ils ont une structuration un peu plus, administrativement un peu plus corsée. C'est-à-dire, c'est vertical. C'est vertical. Ouais. C'est comme ça et ça doit être comme ça. Ouais. Parce que l'administration suit. Et donc, moi, je pense que cette collaboration peut créer la flexibilité et permettre que les avantages qu'il y a chez l'un, on partage avec l'autre et faire des cours de recyclage ensemble. Parce que quand je vois les enseignants qu'on partage de part et d'autre, je crois que c'est des formules aussi qui peuvent... Parce que nous devrions refuser avec les archétypes où on pense que, bon, quand c'est comme ça, on ne doit pas sortir de ce schéma. Quand c'est chez le privé, c'est comme ça. Et cette facilitation que nous voudrions entretenir va certainement permettre vraiment à ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources de rester dans le public et même ceux qui veulent rester dans le privé, que les coûts soient accessibles. Mais, je le dis encore, nous avons besoin de ressources financières pour le faire. Et si on ne nous accompagne pas, on ne peut pas faire le miracle. Je dis le minimum. 100 francs seulement que 10 000 personnes cotisent pour nous en une année, ça fait 10 millions. Ça fait de quoi travailler. Les téléspectateurs, vous me permettrez, je n'ai pas fini. Ouais. Je pense aussi que aujourd'hui, les enfants que nous avons naissent avec beaucoup de potentialité. Et que si j'ai un conseil à donner aux parents, investissons énormément dans les 3 ou 5 premières années de vie de l'enfant. Donnons-leur la possibilité d'être très éveillé, la possibilité de développer la volonté. Dès que l'enfant a développé la volonté, tout le reste se fait correctement. On n'a plus besoin de faire autant de répétiteurs par matière. Parce que c'est quand l'enfant n'a pas eu les bons plis qu'on commence par forcer. Dans telle matière, il n'est pas bon. Dans telle matière, il faut renforcer. Dans telle matière, non. Nous, on a fait le public. Mais on n'a pas eu de répétiteurs. C'est ça. Le système de répétiteurs, c'est souvent avec le privé et c'est même, je vais dire, inclus dans les frais de scolarité, répétiteurs, coûts de karaté, coûts de ci. Et parfois, c'est ça même qui fait que les frais de scolarité sont élevés. Non, bon, ce n'est pas... le karaté, les activités sportives et culturelles ne sont pas obligatoires. C'est pour ceux qui le veulent. Et l'État, aujourd'hui, a compris que ces activités ont une certaine importance. Ouais. Puisque les classes culturelles, les classes sportives ont commencé dans le public. Parce que l'enfant, au-delà de l'instruction, savoir lire, écrire, il faut développer avec l'enfant ses facultés. Dans le privé, vous avez par exemple les cours de dessin, les cours de musique, vous avez les cours de karaté, basket, ainsi de suite. Donc l'enfant, au-delà des études, on a vu des gens qui ont le bac, qui aujourd'hui vivent du basket qu'ils ont appris au collège. Il faut que l'État, c'est parce que dans le public, il n'y a pas ça. Il y a un manque que l'État doit combler. Et quand le parent veut que son enfant soit un enfant complet, un enfant bien formé, il y met le prix. Il y met le prix, donc il revient à l'État. Vous savez, quand je prends par exemple l'enseignement technique, on a dit, sous le ministre Kokou, on a sensibilisé, on est passé dans les privés pour dire il faut désormais aller vers la formation professionnelle. Mais dans ce grand Cotonou-là, nous n'avons que 2 lycées techniques, le lycée Koulibaly et de Pondéou. Voilà, regardez le nombre d'enfants ayant le souci d'aller faire l'enseignement technique. Mais dans le public, on ne peut pas tous les prendre parce qu'il faut faire un test, c'est entrée payante.
Mais le parent, il dit, mon enfant veut faire un enseignement technique. Je n'ai pas trouvé la place au lycée. Qu'est-ce que je fais? Dans le collège privé X, on fait l'enseignement technique. Il va inscrire son enfant. Donc, il faut que l'État soit à l'écoute des réalités parce que le monde est en train d'évoluer. Hein, la formation plate. Tu finis, tu as le bac, tu ne sais rien faire de tes mains, tu ne sais qu'à prendre les leçons, tu ne sais qu'à lire. Mais quand tu fais par exemple l'enseignement technique, après le bac, tu es employable. Donc, il faut que... On va essayer de voir ce que les internautes du forum Nopinden pensent également du sujet du jour. Eh bien, il y a Mme Lawson qui dit ceci, l'éducation est devenue un grand business de nos jours. Des dépenses à n'en point finir, au point où on se demande si l'ancienne école a changé. L'État, dans tout ça, doit prendre les choses en main et régulariser le milieu. Et M. Martin Chafara qui dit... Un sujet très intéressant mais difficile à traiter. Qu'est-ce qu'on peut éviter, ou bien qu'est-ce qu'on peut pour éviter la flambée des prix des frais de scolarité dans les privés? Rien du tout. Et loin de la marchandisation, le taux de la croissance démographique qui ne cesse de grimper est une raison puisqu'il sera très difficile à l'État de maîtriser la scolarité des enfants. Et plus certains établissements privés donneront des résultats intéressants, davantage ils auront du monde et par ricochet profiteront pour augmenter les frais. Tout ce qui est bon a un prix. Ah oui. Eh bien, il y a un autre numéro, le 97 06 33 30, qui dit ceci. Mais respect à mes aînés, moi particulièrement, l'école actuelle n'est plus celle des années antérieures du pire business et les soi-disant fondés ou directeurs du secteur privé font tout possible pour avoir les bons professeurs pour une année donnée et une fois la confiance des parents d'élèves acquise, c'est fini. Le tour est joué, plus de respect dans les programmes et les élèves aussi sont laissés pour compte et c'est la totale avec tout le respect que je dois au forum. Prenons l'exemple du projet 1. Dans ce Cotonou, après un certain nombre d'années données, c'était devenu un grand ghetto de toute la drogue. Le CES, c'était devenu un grand ghetto, voilà, la drogue. Le CES et autres, moi, je mets la faute sur le gouvernement, puisque entre-temps, à l'autre époque, il y a les inspecteurs d'école qui viennent voir l'évolution des élèves et professeurs. Mais avec leur nouveau programme, où l'abréviation est dans la rédaction et la dictée, l'école est devenue du business et c'est vraiment triste. Merci bien. Eh bien, il y a également Benoît Rwandja qui dit... Doit-on encore parler de cherté au niveau des frais de scolarité dans les établissements privés quand la conscience collective, envoyer aujourd'hui son enfant dans le public, c'est être pauvre? Ouais. La question mérite d'être posée, même s'il faut reconnaître que certains promoteurs exagèrent dans les spéculations d'année en année. On ne peut pas dire que l'État y gagne quelque chose, mais l'État est un peu impuissant parce que ces établissements privés compensent aujourd'hui son incapacité à assurer l'éducation à tous les citoyens béninois. On remarque également qu'il y a une nette différence entre les privés et le public quand on jette un coup d'œil sur les pourcentages de réussite aux divers examens. En somme, tout ce que l'État peut faire dans ce secteur, c'est de réguler, voilà, quelque peu les frais de scolarité, pas forcément d'ordre à donner. Ah oui. Eh bien, il y a également Romaric qui dit ceci. Je salue la pertinence et l'opportunité du thème proposé. Je dois avouer que c'est également une des questions qui me trottinait l'esprit ces derniers temps. Pour répondre efficacement aux différentes questions, je propose que nous incitons l'État central à une très grande étude pour évaluer au mieux avec cette dernière, la pratique et expérience des écoles privées pour évaluer non seulement leur apport au système éducatif, les coûts et budgets de fonctionnement, les exigences et la qualité des enseignements donnés des enseignements donnés pas seulement par rapport aux résultats. Cette étude devrait aboutir à de profondes réflexions pour réguler le secteur et aligner surtout les conditions d'accès à ces écoles privées et maintenir le regard public sur les fonctionnements. Sinon, il se fait de plus en plus que le secteur prend l'allure d'un business. Voilà, et notre confrère Roch Akwainou qui dit « Ceci est digne d'un sujet de thèse ». Oui, et en conclusion, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On a parlé d'une certaine école. Il y a une école qui est née parce que, entrée en 6e, il fut un moment, il y avait plus de 800 000 élèves qui étaient laissés sur le carreau. Et quelqu'un dit,
moi je peux créer une école pour les récupérer. C'est ça. Parce que quand il y a un vide et que l'État n'est pas là, la nature ayant horreur du vide, il faut que les enfants nous occupent. Et c'est à tous les niveaux. Après le CEP, tous les enfants ne sont pas casés. Après le BPC, tous les enfants n'ont pas la possibilité de trouver les formations dont ils ont besoin dans le public, donc ils vont vers le privé. Après le bac, c'est la même chose. Donc si l'État prend ses responsabilités, ce n'est pas de sanctionner, ce n'est pas de punir. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a un manque, il y a un vide. Et il faut que l'État joue son rôle. On ne demande pas de fermer systématiquement les écoles, mais il faut être sûr que l'État pourra. Si l'État commence, c'est qu'il faut continuer. Il ne faut pas commencer à un moment, au beau milieu de la formation, qu'on arrête. C'est ça qu'on Il faut que l'État joue son rôle, mais il faut que les promoteurs d'établissements privés aussi ne soient pas trop gourmands. Pour que chaque partie joue son rôle, il aura bien fallu que les consommateurs, les citoyens que nous sommes, restent éveillés. Rester éveillés, ça suppose que nous puissions avoir des ressources humaines comme des inspecteurs, par exemple, à la retraite, qui acceptent d'aller avec nous pour aller faire quelques contrôles, quelques sondages dans des écoles pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Parce que le véritable problème, c'est quoi? Quand bien on va parler de rapport qualité-coût, est-ce que dans la réalité, pour ce qu'on paye, on a le service compensatoire conséquent, équivalent? Si on nous dit on doit faire ci, et que dans la réalité, les contenus de programme, par exemple, ne sont pas ceux respectés ou indiqués par le public, et que chaque année, ça on a constaté dans les privés, on change les manuels chaque année. Ça nous pose un gros problème. Qui contrôle véritablement les contenus de ces programmes-là? Donc, nous estimons que le rôle des parents d'élèves que nous sommes, des consommateurs que nous sommes, c'est d'aller faire la veille permanente pour savoir qu'est-ce qui s'y passe et faire le rapport à l'État. Et demander à l'État, joue ton rôle régalien, joue ton rôle de régulateur. Parce que quand on dit réguler, ce n'est pas la sanction a priori. Non, c'est d'abord indiquer le chemin à suivre, c'est des directives. Et lorsque les directives ne sont pas respectées, on estime qu'aucun citoyen, aucune structure privée ne peut être plus forte que l'État. Et en ce moment, l'État peut taper du poing sur la table et sanctionner au besoin. Alors, les écoles privées jouent un rôle très important aujourd'hui dans le système éducatif béninois. On l'a tous reconnu sur ce plateau, mais il faut quand même réguler le secteur, essayer de restructurer les choses et voir également si la qualité des enseignements donnés dans ces écoles répond effectivement aux frais de scolarité qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on y perd à quand même investir ou à investiguer dans ce secteur? Je pense que la question reste posée. Merci à vous, chers invités, Monsieur Soudé. Voilà, j'ai oublié le prénom. Monsieur Alphonse Soudé. Merci d'être avec nous sur ce plateau, d'être resté avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes surveillant général d'un établissement privé de la place. Merci et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci également à vous, Monsieur Robin Acrobessi. Vous êtes président de l'Association des consommateurs du Bénin. La voix des consommateurs. La voix des consommateurs, d'accord. Merci de porter notre voix. C'est un honneur. Continuez de faire ce que vous faites pour le pays. Merci. La nation vous voudra. Merci beaucoup. Merci également au professeur agrégé en économie, professeur Albert Holoncourt, qui nous a donné quelques informations tout à l'heure sur le plan économique autour de ce sujet. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui êtes avec nous depuis 6h30.